Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Stewart. Je suis épidémiologiste au Centre de surveillance de la recherche appliquée de l'Agence de santé publique du Canada. Et aujourd'hui, je vais faire une présentation au nom de Stephen McCall, de Wendy Thompson et de notre équipe de surveillance des blessures sur la surveillance des commotions dans les sports et les loisirs. Nous commencerons la présentation en présentant en revue certaines ressources et des données, en particulier pour la surveillance des commotions cérébrales dans les services d'urgence. Nous allons aussi discuter, également avoir une enquête à venir sur les commotions cérébrales, mais ensuite, nous aborderons certains des défis liés à la surveillance des commotions cérébrales. Nous allons voir tout ce qui a trait les commotions cérébrales ainsi que les perspectives. Ensuite, les prochaines diapos. Nous allons voir le Système national d'information sur les soins ambulatoires, connu sous le nom de SCNA, le Système canadien hospitalier d'information de recherche et de prévention sur les traumatismes, et enfin, quelques réflexions finales. La pyramide des blessures est un concept commun utilisé dans la prévention des blessures, et cela peut être utilisé pour les blessures en général ou pour un mécanisme ou un diagnostic spécifique. Le résultat ou le traitement est indiqué avec une fréquence croissante à mesure que nous descendons en bas de la pyramide et les ressources de données associées à chaque segment de la pyramide sont indiquées à droite. Pour des décès, nous utilisons la base de données des décès de Statistique Canada, la base de données des coronaires et des médecins légistes. Pour les hospitalisations, nous utilisons la base de données de la morbidité, je devrais dire, hospitalière pour les données plus anciennes, la base de données des congés des patients, connue sur le nom SEBAT. Nous allons aussi voir quelles sont les visites d'urgence dont nous parlerons dans les prochaines diapositives. Le traitement dans le cadre des soins primaires est saisi par certaines enquêtes et les bases de données de facturation des médecins. La base de la pyramide représente la fréquence inconnue et notez que certaines enquêtes peuvent couvrir plusieurs segments de la pyramide. Pour la surveillance des commotions cérébrales, nous nous appuyons fortement sur les visites aux services d'urgence et sur les enquêtes récentes. Et les deux principales sources de visites aux urgences que nous utilisons nous viennent des deux instituts que vous voyez à l'écran. La première est gérée par l'Institut canadien d'information sur la santé et il contient les soins ambulatoires hospitaliers communautaires. Et bien que d'autres provinces se soumettent au NACRS, seul l'Ontario, l'Alberta et le territoire du Yukon ont une couverture complète, ce qui permet de calculer les taux basés sur la population. CHIRP est un système de sentinelle qui fonctionne dans 19 services d'urgence au Canada. Il n'est pas basé sur la population, mais fournit des informations plus détaillées par le biais d'une description narrative, dont nous montrons quelques exemples plus tard dans la présentation. CHIRP possède un ensemble de codes élargis pour les sports et les loisirs, ce qui permet d'identifier tout sport ou activité, alors que les codes du SCT sont limités et que certains sports ne peuvent être identifiés. Nous avons également effectué un travail de collaboration avec Statistique Canada visant à mieux comprendre l'incidence des commotions cérébrales dans la population canadienne âgée de 12 ans et plus. Pour ce faire, nous avons complété l'enquête de la santé dans les collectivités canadiennes de 2020 par un module de réponse rapide. Et en plus d'obtenir une estimation nationale des commotions cérébrales, nous avons également examiné les informations sur les circonstances entourant les commotions cérébrales et des répondants, comme des endroits où les commotions peuvent se produire et si elles étaient dues à des sports, des chutes ou d'autres situations. Les conclusions devraient être publiées dans les rapports sur la santé en juillet 2023. En ce qui concerne la surveillance des commotions cérébrales, les limites, les lacunes et les défis au Canada, les décès aux commotions cérébrales du Canada sont très rares et les personnes ne sont souvent pas hospitalisées pour une commotion cérébrale. Donc, par conséquent, la surveillance des services d'urgence au moyen de SUNRA et de CHIRP demeure la plus importante source de données pour la surveillance des commotions cérébrales à l'heure actuelle. Et il existe des preuves récentes que les individus cherchent ou obtiennent un traitement à d'autres points de soins. Les enquêtes constituent également une autre source, mais jusqu'à présent, ces données n'ont pas été recueillies de façon systématique. Et un autre défi est que les données administratives ne sont pas complètes ou opportunes et que ce ne sont pas tous les sports ou activités physiques qui sont identifiables dans les deux données. TBA comprend les commotions cérébrales et les traumatismes crâniens. Nous pouvons voir que très peu de commotions cérébrales sont hospitalisées.
et celles qui le sont incluent probablement des blessures. Cette diapositive montre le taux d'hospitalisation et les visites aux urgences pour les hommes. Nous pouvons voir les résultats très similaires chez les femmes où les taux plus élevés de commotion cérébrale sont observés dans les visites aux urgences. Cette diapositive montre la tendance sur 12 ans des taux de commotion cérébrale par des visites aux services d'urgence pour les hommes et les femmes. On constate une augmentation de 2010 à 2015 et après quoi les taux se sont stabilisés. La pandémie a provoqué une distorsion temporaire, une tendance et une surveillance continue dans les années à venir et sera cruciale pour révéler des nouveaux aux urgences. Une partie de l'augmentation précoce était probablement due à une augmentation des rapports en raison de la sensibilisation résultant d'événements très médiatisés comme des commotions cérébrales de Sidney Crosby et le décès de Roman Stringer qui avait 17 ans à Ottawa en raison de multiples commotions cérébrales. Certaines études ontariennes montrent une augmentation de consultation de médecins pour commotion cérébrale pendant une période approximative. Les deux diapositives suivantes montrent la répartition des activités sportives et récréatives pour le groupe pour les hommes et les femmes âgés de 5 à 29 ans pour une seule année avant la pandémie. Pour les femmes âgées de 5 à 9 ans, les équipements de terrain de jeu ont le plus élevé, tandis que pour les filles de 17 à 19 ans, le hockey, le football, le rugby et les autres sports représentent les taux les plus élevés. Ces regroupements montrent certaines des limites du codage des sports et des loisirs. Pour les hommes, on peut voir ici que le hockey domine. Passons maintenant au système de CHIRP. Ces deux prochaines diapositives sont tirées d'un rapport sur les blessures et les examens de 2020. Nous avons classé les sports et les activités récréatives en fonction de la proportion de toutes les blessures qui étaient des lésions cérébrales traumatiques par âge et par sexe. Cette diapositive montre les résultats pour les femmes de 15 à 19 ans et vous pouvez voir que 44 de toutes les blessures sont des lésions cérébrales traumatiques, principalement des commotions cérébrales. Pour les hommes de 15 à 19 ans, le rugby est le plus fréquent avec 27 de toutes les blessures de rugby montrant des lésions cérébrales traumatiques. Comme indiqué précédemment, le CHIRP contient une narration décrivant l'événement de la blessure. Cette diapo présente les exemples pour le hockey. Par exemple, dans les arts martiaux, un participant à une compétition de karaté a reçu un coup de pied à la tête. Et pour la glace, lorsqu'un joueur a été mis en échec lorsqu'il tentait de passer derrière le filet. Par exemple, lorsqu'on joue au rugby, le joueur a été plaqué et a une collision à la tête. Et pour le football, un joueur a été frappé sur le côté gauche du visage par un ballon. En conclusion, les commotions cérébrales associées au sport et loisirs sont courantes chez ceux qui sont âgés de 25 à 29 ans. La surveillance des services d'urgence utilise Necker et permet d'évaluer le fardeau des commotions cérébrales, tandis que la surveillance des sentinelles des services d'urgence à l'aide du CHIRP permet une plus grande spécificité l'identification des circonstances qui peuvent informer les initiatives de prévention des blessures. Merci beaucoup et vous pouvez contacter chacun d'entre nous pour avoir plus de détails. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Donc, j'ai très hâte de voir Steve à l'écran. J'ai des questions pour vous. Donc, je sais que lors de votre présentation, vous avez expliqué pourquoi donc avec lorsqu'on regarde, par exemple, l'attente. Donc, où devrait-il aller lorsqu'il pense qu'ils ont une commotion cérébrale? Donc, nous, on fait le suivi. Donc, on s'attend à lorsque, par exemple, une commotion cérébrale. Mais on fait de notre mieux. Je ne pense pas que je serais capable vraiment de répondre à cette question. Merci. Comment les organisations sportives peuvent faire une meilleure surveillance? C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être ici. Donc, comme Steve a mentionné, notre rôle vraiment est de faire le suivi
euh, comme nous avons parlé au sein de notre présentation, euh, voilà ici l'une des données très importantes pour nous. Ce n'est pas pour dire qu'il y a d'autres points de service. Les individus peuvent toujours aller à d'autres centres hospitaliers s'ils le désirent, mais de notre point de vue, le système de rapport ambulatoire est très utile pour nous parce qu'ils ont une grande base de données. Nous en avons accès au suivi, tandis que Chirp, lui, il n'est pas au niveau national, mais celui contient des informations détaillées qui nous permet d'avoir des détails beaucoup plus détaillés lorsqu'il se passe lors de blessures. Donc, nous avons vraiment accès au moment. Nous pouvons nous fier. Non, ce n'est pas pour dire qu'on a vraiment un intérêt sur d'autres sources de données. Cela nous est vraiment à l'esprit. Vous savez, nous pouvons utiliser d'autres ressources pour avoir un portrait beaucoup plus large, mais de façon définitive, dans notre esprit, nous sommes vraiment ouverts, vous savez, à aller chercher toutes les ressources qui soient disponibles. Steve, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? L'une des choses que l'on examine toujours. On est à bientôt les données numériques. On utilise des chiffres de la population. Bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui est exposé de la même façon. Il y a des meilleurs dénominateurs. Et nous pouvons diviser cela par âge, par année, et cela peut gérer de meilleurs dénominateurs. C'est très bien. Moi, je sais que ce ne sont pas des questions qui sont faciles à répondre. Nous avons des questions de la boîte de questions-réponses. Et peut-être, j'espère que vous avez des informations. Une étude a montré que il y avait une étude a montré, est-ce possible de prendre en compte les heures d'activité par participant dans une étude? Oui, c'est le plus grand dénominateur. Bon, c'est bien sûr le nombre d'heures ou nous avons aussi le sport. Nous avons les sortes de blessures. Cette information est très utile. Et ensuite, je vais retourner à la présentation de Amanda. Lorsque vous regardez d'autres facteurs tels la race, est-ce que... Non. Dans la base de données, on n'a pas cette information. C'est un proxy pour il y a aussi des enjeux de vie privée. Donc, nous n'avons pas cette information. Donc, nous avons ici des occasions. Donc, il est important de voir ce dont vous avez besoin. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier pour être avec nous aujourd'hui, faire partie de notre conférence et je vous souhaite une très belle après-midi.